8e prorogation de l'état de siège par le Sénat qui a saisi le Premier ministre pour évaluation après adoption ce vendredi du projet de loi. Au Nord Kivu, présentation ce vendredi du bilan depuis le début de l'état de siège dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale au mois de mai dernier par le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu, Sokola 2. Début des travaux d'élaboration du plan quinquennal de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est le gouverneur Gentini Ngobila qui a procédé au lancement. Le journal sur Télé 50, merci de nous y rejoindre. Le Sénat saisit le Premier ministre pour évaluer l'état de siège après l'adoption ce vendredi 17 septembre du projet de loi portant autorisation de la loi de la prorogation de l'état de siège pour la 8e fois dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est au cours de la séance plénière dirigée ce vendredi par Modeste Batulukebo, le président du bureau de la Chambre haute du Parlement, que la décision a été prise. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 88 ont pris part au vote. Tous ont voté à l'unanimité ce projet de loi transmis au Sénat par l'Assemblée nationale en seconde lecture. Au cours de la même plénière, le président du Sénat a informé les sénateurs que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a été saisi par le bureau du Sénat afin de procéder à l'évaluation de l'état de siège. Quelques membres du gouvernement concernés par cette question seront invités incessamment pour être auditionnés au cours d'une plénière. Nous avions saisi le Premier ministre pour demander à ce qu'il désigne les membres du gouvernement qui doivent procéder avec nous à l'évaluation de l'état de siège. J'ai reçu la réponse du Premier ministre qui a désigné le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux, et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Le ministre des Finances répondra également aux préoccupations des élus sur l'impact socio-économique de l'état de siège, une position soutenue par l'ensemble des sénateurs. Le président du Sénat a par ailleurs appelé ses collègues à la régularité dans leur travail, tout en rappelant la disposition de l'article 110 de la Constitution qui stipule qu'un sénateur peut perdre son mandat s'il s'absente sans justification valable à plus d'un quart des plénières au cours d'une session. Modeste Batulukebo a soutenu que la bonne gouvernance que prône son bureau en se conformant à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, rime avec le respect des textes qui régissent leur institution. Au Nord Kivu, près de 800 miliciens se sont déjà rendus aux forces armées de la RDC avec plus de 400 armes depuis le début de l'état de siège dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale depuis le mois de mai dernier. C'est le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu, Sokola 2, qui a livré ce bilan ce vendredi à Goma lors d'un café de presse organisé par l'Union nationale de la presse du Congo. Il annonce d'autres grandes opérations militaires afin de pacifier complètement la partie est de la RDC. On l'écoute au micro de Pacheco Kavundam. Groupes armés locaux et étrangers, votre arme a neutralisé pendant cet état de siège à peu près 745 éléments des groupes armés locaux et étrangers. Je vous épargne les détails. Lorsque vous allez faire les calculs de toutes ces redditions auquel je viens de faire allusion, vous comprendrez que ça fait 745. Et ces amis se trouvent être cantonnés, les uns à Mubambiro et les autres à Rumangabo. Le matériel récupéré, ici nous parlons uniquement des armes. Votre arme a récupéré au moins 428 armes, tout calibre confondu. Et ces armes sont à répartir de la manière que voici. 250 armes, tout calibre confondu, qui proviennent des différentes redditions auxquelles j'ai fait allusion. Et 178 armes récupérées pendant les opérations.
Donc, d'une part, il y a la sensibilisation, et ceux qui acceptent la voie de la raison, ils se rendent et nous récupérons les armes. D'autre part, ce sont les actions militaires. Nous menons des opérations, nous neutralisons tous ces détenteurs illégaux d'armes et nous récupérons les armes. Voilà comment se présente la situation opérationnelle dans le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 depuis les débuts de l'état de siège jusqu'à ce jour. D'autres opérations sont projetées. Revenons à Kinshasa pour parler de la clôture du colloque international au Collège des hautes études des stratégies et de défense. Le monde scientifique des stratèges était face aux professeurs venus de Kinshasa et d'autres capitales africaines pour réfléchir autour de la présidence congolaise de l'Union africaine, l'impact du Grand Inga par rapport au barrage de la renaissance de l'Éthiopie, la lutte africaine contre la Covid-19 ainsi que d'autres sous-titres portant sur ce que la RDC a fait lors de son passage à la tête de l'Union africaine ont fait l'objet d'analyses pendant les 48 heures du colloque. Ils avaient 48 heures pour réfléchir autour de la présidence congolaise de l'Union africaine. Dans l'amphithéâtre Tianzou du Collège des hautes études des stratégies et des défenses bien afflué, les professeurs venus de la RDC, de Paris et d'autres capitales des pays africains, le monde scientifique des stratèges a été regaillardi dans plusieurs matières mises au programme. Au travers d'une interfécondation de nos intelligences stratégiques, de pouvoir procéder à des réajustements si nécessaires et cibler ou recibler davantage nos objectifs et piliers stratégiques prioritaires. Sachant que le passage de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine n'est pas vain, le secrétaire scientifique est revenu sur les 3 recommandations du colloque. Primo, militer pour un basculement de l'organisation internationale vers l'union véritable. Redéfinir le concept des souverainetés des États africains en incluant les dimensions, les variables propices à la matérialisation de l'agenda 2063. Étant donné que 99 des vaccins africains sont déportés, le Maroc, la République sud-africaine et le Rwanda travaillent pour des vaccins pour une Afrique que nous voulons. Le professeur Yoka, qui s'est apaisanti quant à lui sur la rumba congolaise, bientôt patrimoine culturel matériel de l'UNESCO, disposé à faire parvenir les recommandations aux échelons, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, a déclaré clos le colloque international du Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Et pour le développement de la ville de Kinshasa, un plan quinquennal va être présenté dont les travaux d'élaboration viennent d'être lancés à Kinshasa ce vendredi par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Dans son allocution à l'ouverture de cette cérémonie, le ministre provincial du Budget, Plan, Transport et Voies de Communication a souligné que le PDP est un instrument stratégique de référence sur la politique gouvernementale du développement de Kinshasa. Le PDP est un instrument stratégique qui définit et oriente la vision du développement socio-économique d'une province donnée dans un contexte multidimensionnel. Il est en principe élaboré avant tous les instruments de mise en œuvre que sont le plan d'action prioritaire, en sigle PAP, et le plan d'investissement prioritaire provincial, en sigle PIPP. Il va sans dire que l'élaboration du PDP implique la révisitation et l'actualisation du PAP qui a été rédigé et validé en 2019. Pour Étienne de Souza, team leader, représentant du PNUD, les autorités provinciales de Kinshasa trouvent l'opportunité de coordonner leurs besoins vis-à-vis des investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui a lancé ses travaux, a donné la substance réelle de ce plan. Ce document, de par son importance stratégique, devait se préparer et se produire dans des conditions aussi bien réglementaires que techniques indiquées pour garantir son adoption. Ainsi,
Avant de clore mon propos, j'invite les participants à s'investir corps et âme, chacun en ce qui le concerne, pour un travail de qualité qui devra être le socle et la balise du développement durable de notre province capitale, la ville de Kinshasa. Rappelons ici que ce projet entre dans le programme des objectifs de développement durable et connaît l'accompagnement des différents partenaires, notamment ceux de l'unité de croissance inclusive et développement durable des PNUD en République démocratique du Congo. Par l'environnement, dans ce travail, particulièrement de tout ce qui touche à l'environnement du travail, avec Mireille Florinjani, directrice générale de Bethel PMSE, un cabinet de consultance en ergonomie et en bioénergie. C'est notre invité du journal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Alors concrètement, quel est votre travail en RDC? Alors Bethel PMSE, c'est un cabinet de consultance en ergonomie et en bioénergie. Donc le but est d'accompagner les sociétés, les entreprises pour le renforcement des capacités de leurs salariés. Quels sont les avantages pour les entreprises publiques, tout comme privées, de notre pays à collaborer avec vous? Alors aujourd'hui, on se rend compte que la qualité de vie au travail devient un enjeu majeur et les entreprises portent une attention toute particulière au capital humain. Donc nous les accompagnons à mettre une démarche préventive et d'apporter des mesures correctives pour les accompagner à aider leurs employés, les employés à être plus performants et pouvoir être plus efficaces. Donc on parlera de productivité, efficacité et rentabilité. Et comment vous procédez sur le plan pratique? Avez-vous des séminaires, des formations? Alors nous avons des séminaires, des formations. Nous avons 4 modes d'intervention, dont la formation, sensibilisation. Nous avons les audits pour apporter des mesures correctives. Nous avons également de l'accompagnement de projet, dans ce qui concerne l'aménagement, l'environnement. Donc c'est important, un travailleur doit être dans un cadre, dans un environnement adapté pour pouvoir être plus performant. Et aussi les ateliers de santé, donc tout ce qui concerne la nutrition, tout ce qui concerne tout le bien-être, également les fournitures ergo-bureau. Donc nous fournissons également le mobilier, les chaises ergonomiques, ainsi que les accessoires, que ce soit les souris, que ce soit les repose-pieds. Donc tout l'environnement adapté pour permettre à tout salarié de pouvoir être plus efficace pour le bien-être de l'entreprise. Comment on peut vous contacter ici à Kinshasa? Avez-vous des bureaux, une adresse fixe? Notre adresse, c'est à l'avenue Batetela. Un numéro de téléphone, c'est le 081 82 86 691. Alors d'emblée, lorsqu'une entreprise vous contacte, elle doit s'attendre à quoi, premièrement? Quelles sont les conditions qu'elle doit réunir? Alors, les conditions, il n'y a pas de conditions au fait. Quand une entreprise nous contacte, c'est déjà savoir le but, l'objet de sa démarche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous mettons notre expertise à la disposition des entreprises pour pouvoir les accompagner à la mise en place des démarches préventives et correctives pour tout ce qui est maladie professionnelle. Parce que vous êtes sans ignorer aujourd'hui, avec la modernisation, il y a un taux élevé de maladies professionnelles, notamment les PMS, qui sont les troubles musculo-squelettiques. Donc notre objectif, c'est de pouvoir permettre aux sociétés, aux décideurs de réduire tous ces impacts négatifs qui ont aussi une baisse de productivité au niveau de l'entreprise. Donc c'est de booster les salariés pour être plus efficace. Merci Mireille Florinjani. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Bethel PMSE, un cabinet de consultance en ergonomie et en bioénergie. Merci d'avoir été notre invité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Autre chose, jusqu'où ira l'affaire du parc agro-industriel, le Bukangalonzo? En tout cas, le dossier prend de plus en plus de dimensions internationales. Tenez, c'est le très célèbre avocat Antoine Veil, l'homme de main du ministre français de la Justice, qui fait partie de la défense de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Mais beaucoup se posent la question si l'avocat pourrait obtenir le visa pour Kinshasa au regard de l'ampleur politique que revêt cette affaire. Je vous propose de suivre la réaction d'Antoine Veil au micro de nos confrères de RFI. Du
Congo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo sera bientôt jugé. L'ouverture de ce procès très attendu relatif à des détournements dans le cadre du projet du parc agro-industriel de Boukangalonzo est prévue le 25 octobre. Pour se défendre, l'ancien Premier ministre congolais a choisi un ténor du barreau parisien, maître Antoine V, qui fut l'associé d'Éric Dupond-Moretti, l'actuel garde des Sceaux en France. Maître Antoine V, joint par Sonia Rollet. Nous venons de recevoir une date d'audience, alors pour une audience qui est fixée sur on ne sait pas vraiment quelle charge à ce stade, et surtout devant une chambre qui n'est apparemment pas du tout compétente pour le juger, à savoir la Cour constitutionnelle, alors que son cas, à supposer qu'il bénéficie pas d'immunité, aurait dû être jugé par la Cour de cassation. Donc devant une chambre manifestement incompétente et sur un dossier que nous n'avons pas compris, il faudra effectivement qu'il soit défendu. Donc je prévois de me rendre devant cette Cour constitutionnelle. Parce que c'est un dossier qui est malheureusement emblématique d'une atteinte grave aux droits et libertés fondamentales de M. Matata, en ce sens qu'il est victime depuis plusieurs mois d'attaques tout à fait politiques qui sont orchestrées sous couvert d'un faux dossier judiciaire. Et les atteintes sont devenues de telle importance qu'il m'apparaît important qu'il ait une défense internationale efficace. De son côté, le collectif Non à l'acharnement de Augustin Matata Ponyo était ce vendredi au Palais du Peuple. Cette cellule de base du sénateur décrit la situation sociopolitique que traverse Matata Ponyo dans l'empoisonnement ainsi que des poursuites acharnées. Le collectif demande l'implication de tous ses collègues sénateurs pour une justice digne d'état de droit et surtout l'autorisation du sénateur, celle d'aller à la recherche de ses soins appropriés en dehors de la RDC. La situation politique que traversent les sénateurs Augustin Matata Ponyo attriste plusieurs couches de la communauté congolaise. Le collectif dénommé Stop à l'acharnement contre Augustin Matata Ponyo était ce vendredi devant les palais du peuple pour décrier le retard avec lequel ses collègues sénateurs s'impliquent dans cette situation politico-sociale du sénateur qui prend les allures d'une maltraitance. Après plusieurs réquisitoires dont les plupart sont en violation avec les lois, le procureur général près la Cour constitutionnelle tient coûte que coûte à obtenir la condamnation du sénateur. Et pourtant, pour l'affaire dite zaïrianisation, le même procureur a procédé à un non-lieu verbal qu'il a signifié au sénateur 24 heures après l'avoir placé sous mandat d'arrêt provisoire. L'état de santé d'Augustin Matata qui exige l'évacuation, un rejet qui fait mal à sa base. Mukonja mboka tosengi nae pardon mingi pona papa Matata Ponyo akende kozwa soin. Et un nécessiteux, ça n'est remis à la sagesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce président Félix Tshisekedi tozana posa mingi ya koyebisa oke opesa nzela ya kotinda Matata Ponyo papa na biso asungai biso mingi na poto azwa soin po aza déjà empoisonné. Yonde omeka kopesa nzela wana makasi mingi po papa akende kozwa soin na poto. La notoriété, la sensibilité sociale ainsi que son apport exemplaire sur tous les plans en ces temps-là qu'il était à la tête du gouvernement RDC nécessite l'œil rétrospectif du souvenir envers Augustin Matata Ponyo. Clôture à Kinshasa de la réunion de pilotage du projet de construction des axes routiers RDC-Ouganda tenue durant 2 jours. Alexis Guizaro, ministre d'État en charge des infrastructures, se dit satisfait du développement de ces assises qui ont permis de ressortir les obligations qui sont respectées entre les deux parties. Grande est ma joie et grande est ma satisfaction d'entendre le mot des différentes délégations qui sont ici ce soir. Dans la même optique, Alexis Guissaro a rappelé que la matérialisation de ce projet est d'une importance capitale car elle favorisera notamment les échanges socio-économiques et raffermira les liens de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo dans son volet sécuritaire. J'ai cru comprendre que les travaux se sont déroulés dans un climat de sérénité, de fraternité, mais surtout un climat de responsabilité face aux défis qui sont les nôtres. Comme cela a été dit, ce défi est un défi qui, pour moi, est un exemple par rapport à la future coopération qu'il y aura entre les deux pays. Du succès de nos travaux dépendra également l'allure que prendra la collaboration entre nos deux pays que nous voulons fructueuse. Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur ougandais en RDC, James
Mbaimba signifiait que ces 2 jours de travaux intenses ont servi, entre autres, à identifier les points saillants de ce projet. Aussi à veiller sur le respect du chronogramme. Ainsi, c'est le 16 octobre prochain que les routes et les camps d'hébergement seront remis à d'autres services, entreprises exécutantes, pour préparer les débuts effectifs des travaux, a-t-il précisé. De son côté, Jean-Pierre Massala, ambassadeur congolais en Ouganda, a à son tour salué l'effectivité de ces travaux qui, d'après lui, amènent l'ultime phase, celle de matérialiser ces grands projets qui renforcera les liens d'amitié entre les 2 républiques sœurs. Par ailleurs, le directeur général des d'autres services a déclaré que les travaux se sont effectués selon les missions qui leur ont été assignées et a déclaré que son entreprise est déjà prête pour démarrer les travaux. Rappelons aussi que ces assises ont démarré le mercredi 15 septembre et se sont clôturées le jeudi 16 septembre à Kempinski Hotel. Vous le savez, la compagnie nationale d'aviation Congo Airways vient d'acquérir par leasing 2 aéronefs Embraer E199, fruit de la coopération entre la RDC et le Kenya. La réception par le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement de ces appareils a eu lieu le mercredi en présence du Premier ministre Sama Lukonde. Placé sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la cérémonie de réception des 2 aéronefs Embraer E190 par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a été rehaussée de la présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. L'acquisition par leasing de ces 2 appareils entre dans le cadre de l'application du mémorandum d'entente entre Congo Airways et Kenya Airways, signé le 22 avril 2021 en présence des 2 chefs d'État congolais et kenyans. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'attacher vos ceintures parce que maintenant nous allons décoller. La concrétisation de ce projet piloté par Chérubin Okende sous le leadership du président de la République relayé par le Premier ministre démontre la volonté du gouvernement dit des Warriors d'améliorer les conditions de transport aérien pour sortir la RDC du trou noir dans lequel elle a demeuré depuis des années. Excellence, Monsieur le Premier ministre, comment ne pas être ému par votre présence ici. Lorsque je me rappelle toutes vos exhortations au Conseil des ministres, où vous nous dites, vous avez l'obligation du résultat, vous avez des défis à relever et ce gouvernement doit montrer au peuple congolais qu'il est capable de lui ramener cette espérance nouvelle d'un grand pays, un État fort, prospère et solidaire. Le premier des Warriors a été conduit par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements à visiter ces appareils de 98 places. Que nous allons continuer dans cette lancée, dans cette perspective, pour avoir encore plus de résultats demain. Donc en tout cas, c'était vraiment pour marquer l'accompagnement de la primature, de tout le gouvernement dans ce type de projet. J'espère que toute la population, en tout cas qui cherche à se déplacer, pourra en bénéficier à des prix très compétitif. La collaboration entre les compagnies nationales Congo Airways et Kenya Airways consacre l'excellence des relations d'amitié et de fraternité entre les 2 pays. Écho des partis politiques et associations, le collège des fondateurs de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC, a procédé au cours de la 2e réunion convoquée par l'initiatrice du parti, le docteur Néné Ilunga Nkulu, à la confirmation de Christian Numbi comme étant président national de cette formation politique, membre du FCC de Joseph Kabila. C'est un rappel de troupes qui vaut son présent d'or. L'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti cher au docteur Néné Ilunga Nkulu et membre du Front commun pour les Congos, affûte, loin de toute polémique politicienne, observé ces derniers temps en République démocratique du Congo ses armes pour affronter les échéances électorales de 2023. Après sa tournée d'implantation à travers quelques provinces du pays, Néné Ilunga Nkulu a présidé une réunion d'orientation des membres fondateurs de l'AFBC. Cette réunion intervient après l'aménagement et la modernisation
de son siège national sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lingwala. Tous ces pions sont présents à Kinshasa, venus des 14 provinces de la République démocratique du Congo. Au président national Christian Numbi, confirmé dans son poste pour son dynamisme et son sens d'organisation, l'autorité morale de l'FBC ne démontre qu'une seule chose, de travailler dans le sens de la cohésion des membres, de l'installation des sièges fédéraux à travers le pays, de l'élaboration de la cartographie électorale en vue de permettre à l'FBC de rafler des sièges importants des députés nationaux et provinciaux dans les 26 provinces de la RDC. C'est au nouveau président national de relever les défis pour un travail de management politique. Le collège des fondateurs a pour sa part pris acte de la confirmation de Christian Numbi comme président national. L'FBC, parti membre du Front commun pour les Congo, qui rivalise désormais avec d'autres partis, s'y focalise sur les échéances de 2023. La Ligue des femmes, ravie de voir leur autorité morale retourner à Kinshasa, alors que le mauvaise langue, la voyant en exil, l'ont surprise dans sa résidence de Lagombe pour dire merci à Dieu. Nous, comme ses disciples, nous sommes venus l'encourager, la prêter main forte et nous rassurons notre loyauté et fidélité à Joseph Kabila Kabange, qui est le sénateur à vie et l'autorité morale du FCC. C'est par une photo de famille qui s'est clôturée cette cérémonie. Plusieurs personnalités ont emboîté le pas au couple présidentiel en se faisant vacciner contre la Covid-19. C'est le cas du sénateur Denis Kambaï, accompagné des membres de la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï dont il est président. Il a en outre appelé à tous les Congolais à se faire vacciner, unique façon pour eux de se protéger contre cette pandémie. Un esprit sain dans un corps sain, mais aussi fort des recommandations issues de la conférence des présidents du Sénat en Autriche, le sénateur Denis Kambaï vient d'emboîter le pas au président de la République. Voilà. Il s'agit du vaccin contre la Covid-19. Des recommandations de la grande conférence du 6 au 8 à Vienne d'appuyer la campagne pour la vaccination des peuples du monde. L'Europe est très avancée en ce qui concerne la vaccination. C'est comme ça que des collègues disaient il est important que le parlementaire africain aussi fasse la même chose. Donc cela nous a permis aussi que nous puissions vraiment profiter de ce temps pour faire un check-up. Pour lutter efficacement contre cette pandémie qui touche le monde, l'Afrique ne devrait pas être en reste dans la vaccination, alors que le reste du monde est très avancé dans la lutte contre cette pandémie. En leader exemplaire, le sénateur demande à la population congolaise de lui emboîter le pas pour réduire cette grippe mortelle en une simple maladie et ainsi permettre au monde de se refaire une santé économique et financière. Test Covid. Ouais. Là, c'est le test Covid maintenant. Pour te permettre d'aller à Paris tranquillement. Hommage mérité au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président national de l'UNAFEC. Bien avant son inhumation dans le mausolée érigé à sa ferme de Kiambi, la gouverneure ad intérim du Lualaba, Fifi Masuka, ainsi que plusieurs personnalités politico-militaires s'étaient inclinées devant la dépouille mortelle. L'atmosphère était particulière ce jeudi 16 septembre 2021 à Lubumbashi et dans le reste du Katanga avec l'inhumation du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La cérémonie funèbre a eu lieu à l'esplanade du mythique bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. Aux côtés du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et du Premier ministre Sama Lukonde, la délégation de la province du Lualaba, conduite par Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka, accompagnée de Roy Kaumba Mayonde, questeur de l'Assemblée provinciale, a participé activement aux obsèques d'Antoine Gabriel Kyungu Akumwaza. C'est tout le Katanga et la RDC qui étaient suspendus sur la ville cuprifère pour constater le départ définitif du président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, l'UNAFEC, de la Terre des Hommes. Affecté par cette lourde perte, Masuka Saini a participé à toutes les étapes des obsèques de ce baobab de la politique congolaise. La femme numéro 1 du Lualaba a extériorisé la considération qu'elle avait envers cette figure emblématique en déposant sa gerbe de fleurs devant le cercueil. Masuka Saini Fifi est allé jusque dans la ferme de l'illustre disparu, située à 40 km de Lubumbashi, dans la suite du chef de l'État, où un mausolée est érigé. C'est la tristesse et ce n'est que cette émotion-là qui peut nous animer tous
Nous avons perdu un papa, nous avons perdu la sentinelle de tous les enfants du Katanga. Non seulement la sentinelle de tous les enfants du Katanga, mais de la RDC. Nous ne pouvons que prier que son âme puisse reposer en paix et que le Dieu et la Vierge Marie qui l'a tant servi puissent l'accueillir dans la joie avec les anges. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba est toujours inconsolable du décès de celui qu'elle considérait comme l'un des piliers de l'union sacrée de la nation, incarné par le fils d'Étienne Tshisekedi. Toujours dans le Lualaba, la salle de conseil a servi de cadre à une séance de travail entre le gouverneur intérimaire et les responsables des entreprises minières exploitant la route qui mène vers le barrage hydroélectrique de Nzilo dans le territoire de Muchacha. Au menu des échanges, la réhabilitation de ces taxes par le gouvernement provincial. Le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba a convoqué les entreprises minières et autres sociétés utilisant la route qui mène vers le barrage de Nzilo. Cela faisant suite aux plaintes de la population de différents villages de la contrée exposée à la poussière au passage des véhicules de ces entreprises. Fifi Masuka Saïnik, entouré du ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Paulin Kalaw, et du ministre provincial des mines, Jean-Marie Chizainga, a informé les responsables des entreprises concernées de la décision de l'exécutif provincial de réhabiliter cette route pour épargner sa population de diverses maladies. Les responsables de ces entreprises ont promis d'accompagner l'autorité provinciale dans cette démarche combien importante pour la population riveraine. Pour le ministre provincial des infrastructures, bientôt les travaux vont commencer sur cet axe. Comme toujours, nous sommes au niveau des infrastructures. Nous avons la route Nzilo qui pose des problèmes. Déjà à l'entrée avec la RN39, quand vous y passez, il y a trop de poussière. Et la population de Samukinda se plaint chaque fois. Voilà pourquoi l'autorité a bien voulu réunir les entreprises qui sont de ce côté-là, qui ont des camions qui passent à tout moment et qui laissent la poussière qui fait souffrir la population. Nous avons échangé sur cette question pour voir dans quelle mesure nous pouvons rapidement trouver des solutions par rapport à cette poussière soulevée à tout moment par les camions. La décision du gouvernement provincial fait suite à la réticence des entreprises minières à réhabiliter cette route en conformité avec leurs responsabilités sociétales. À l'approche des premières pluies, la députée Marie-Kate Mouting a offert un lot important aux motocyclistes de l'Antsele pour permettre de se protéger. Ce don intervient dans le cadre de la sensibilisation de ces conducteurs de moto en rapport avec la proposition de loi visant leur protection dans la ville de Kinshasa. Autour d'une proposition des 10 portant régulation du secteur de transport par taxi-moto, la députée provinciale élue de Lantsele, Marie-Kate Moutinga, a choisi la journée de ce 11 septembre pour sensibiliser un échantillon de motocyclistes venus de 8 quartiers de la commune de Lantsele, à savoir Campem, Bibois, Kinkole et Faubank, pour ne citer que ceux-ci, sur le bien fondé de cette proposition des 10 devant réguler les secteurs de transport par mototaxi, en vue de les préparer à s'approprier cet édit. Au moment où pourtant, le port régulier des bottes et des vêtements appropriés sont parmi les recommandations. Voilà pourquoi, après cet échange, l'élu de Lantsele a offert 500 bottes et un lot important de choisibles à ses motards. Ces derniers ont vivement remercié celle qu'ils appellent affectueusement une mère pas comme les autres. Pour son implication active dans l'épanouissement de son électorat en particulier et des Kino en général. azo proposer loi ekota pour la protection biso ba montar tozolinga loi ne kota en vigueur pour que tous à la protéger parce que musala tozo sa musala makasi biso moto créer emploi na ndenge na biso il faut l'état siko à son tour à protéger biso mama social nyonso personne nzambe kaka abatela ye donana minyolo bateke ebeleza na kasa mutema nzambe kaka asa ila mama amema elikolo o eza o lelo. Rappelons que cette proposition d'édit a été déclarée recevable en date du 26 avril dernier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et a été renvoyée à la commission administrative et juridique de cet organe délibérant pour un examen approfondi.
Et pour renforcer la présence du parti de Laurent Gbagbo Mona en province et dans la ville de Kinshasa, le secrétaire général adjoint du MSC, Jules Mukumbi, avait effectué une mission dans le Kasaï central pour redynamiser le parti et installer le comité provincial qui est dirigé par le professeur Philippe Kantoutoubenzi. Difficile de contenir leur joie à l'approche de leur leader, Laurent Gbagbo Mona. C'est une marée humaine qui vient à l'accueil, jeunes et vieux scandant des chants à l'honneur du MSC. 3 desiderata principaux ont été exprimés, l'achèvement du pont en construction sur la rivière Makelele qui relie le quartier Kanluka à la commune de Selemba aux prisons, l'asphaltage de l'avenue Louis ainsi que la remise à l'état de la desserte en eau de la Régie des eaux. Je me suis fait accompagner de tous les grands leaders du parti. On a visité les ponts qui est pratiquement abandonné, c'est un chantier. Nous allons aller réveiller le ministre de l'ITPR, M. Guissaro. Nous allons déranger le gouverneur de la ville. Nous allons déranger le PDG de la Régie des eaux et la SNAN pour que les sociales dans les Kanluka puissent obtenir une amélioration. L'objet de la visite de l'élu de Kinshasa est la présentation du bilan mi-parcours du chef de l'État, un bilan vanté positif à ce jour. Le MSC a pu rafler l'adhésion du pasteur Daniel Mbouya, l'un des grands leaders de Kanluka. Je ne peux rien amener si ce n'est que le président de mon parti. Je le connais très bien. Quand il promet, il réalise. Il est en train de faire tout pour la vision de Fachi. Je le connais, c'est un homme qui a un tricot blanc. Il n'a pas de souvenirs comme d'être voleur, menteur, non. Quand il promet, il réalise. C'est pour ça que je l'ai choisi. L'activité a été organisée par l'interfédération de Lukunga avec à sa tête Didier Mpambia Moussanga. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Voici le rappel des titres. 8e prorogation de l'état de siège par le Sénat qui a saisi le Premier ministre pour évaluation après l'adoption ce vendredi du projet de loi. Au Nord Kivu, présentation ce vendredi du bilan depuis le début de l'état de siège dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Walikale depuis le mois de mai dernier par le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu, Sokola 2. Et à Kinshasa, début des travaux d'élaboration du plan quinquennal de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est le gouverneur Jean-Tini Ngobila qui a procédé au lancement. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Il est porté à la connaissance des usagers que suite aux travaux des maintenances préventives prévus les 18 et 19 septembre 2021, l'accès aux serveurs du système informatique de la douane sera momentanément suspendu. La DGDA demande aux usagers de la douane de prendre toutes les dispositions nécessaires relatives aux opérations devant s'effectuer dans ces 2 jours de travaux et leur présente ses excuses pour ces désagréments. La DGDA rassure que tout sera mis en œuvre pour le rétablissement rapide de l'accès du système. Pour le directeur général AI, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, Mouchi